Bon, maintenant, sors-moi cette page 2 du contrat. Tu veux parler de ça sans doute? Ok, je vais lire ça. Et toi, t'en es où avec ta chronique? Écoute, ça avance. Je vais commencer le tournage, quoi. Ok, et qu'est-ce qui te tracasse? Je suis pas sûr quand même. Tu crois que ça peut passer? Au pire, on leur fait passer des jets de santé mentale et on n'en parle plus. Ouais, c'est sûr. Comme ça, on fait exploser le trou de la sécu avec du pain de C4, avec toutes les séances de psy qu'on va leur infliger. Oh, pas besoin de jets de santé mentale pour tes vidéos. Si tu le dis. Attends, quoi? Bonjour et bienvenue dans ce Geek Librairie numéro 3, on va parler de livres, mais pas que. Tu vas parler de mon papa? Non, De son impact jusqu'à nos jours alors? Bah alors, qu'est-ce que je fais là? pour te nourrir en santé mentale et exploiter ton nom en te mettant dans les tags dans les recherches de YouTube. Mais tu m'exploites en fait. Allez, retour à la chronique et aujourd'hui on va parler de... Métro 2033, écrit par Dimitri Glukowski et édité en France chez La Talente. Alors, Dimitri Glukowski est né en 1979 à Moscou. Et ses deux passions furent le métro moscovite, allez savoir pourquoi, et les univers post-apo. Les univers post-apo, on connaît. Il s'est fait une spécialisation dans la dystopie et s'est fait connaître surtout grâce à Internet. Non mais attends, c'est quoi la dystopie? Ça se mange? Petite piqûre de rappel pour les deux du fond qui ne suivent pas, qu'est-ce que la dystopie? La dystopie est un univers imaginaire, nommé parfois la contre-utopie, où tout a viré au cauchemar, où il est impossible d'atteindre le bonheur. Les univers post-apo sont un grand exemple d'univers dystopique. Un des exemples les plus connus de dystopie est 1984 de George Orwell. Si vous l'avez pas lu, je vous conseille de vous jeter dessus. Je pense que vous y trouverez des choses intéressantes. Dans le cas de Métro 2033, Dimitri Glukowski le publia d'abord sur Internet. Quand il finit par percer, une version reliée fut imprimée et traduite dans plus de 20 langues. Et quand Dimitri essaya de percer sur le marché américain, il fut débouté systématiquement et il déclara plus tard à ce sujet lors d'une interview: L'arrogance à laquelle je fus confronté fut ahurissante. Il me disait que les lecteurs américains n'en voudront jamais, car l'histoire était trop étrange, et que surtout, cela ne se passait pas aux États-Unis. Là où ça devient intéressant, c'est que finalement une société de jeux ukrainienne, 4A Games, associée à THQ, s'intéressa à ce qu'avait écrit Dimitri Glukowski dès sa parution en e-book. Cela a pris au moins 5 ans pour que Métro 2033 puis Métro Last Light sortent enfin sur nos PC déjà plus ou moins en surchauffe à cause des diverses licences Bioshock et Assassin's Creed. Bien, maintenant que le décor est posé, on va pouvoir s'intéresser à ce que Dimitri Glukowski a fini par créer. Tout se passe donc 20 ans après qu'une apocalypse nucléaire ait fini par rayer la surface du globe et réduit la population à une peau de chagrin. Elle se retrouve donc forcée à vivre dans le métro moscovite devenu un véritable bunker. Tout le monde y vit de manière plus ou moins sédentaire et reclus dans le métro moscovite. Car les tunnels, eux, sont restés malheureusement sombres et surtout sont devenus maintenant remplis de dangers plus ou moins mortels. Malheureusement, le métro n'est pas forcément uni, il existe plusieurs regroupements de stations qui existent. Ce qui est le cas de la Hanse, qui doit son nom à sa forme sphérique qui englobe la majorité des stations du métro et aussi à sa capitale, Police, placée en son centre. On y trouve aussi la ligne rouge, adversaire direct de la Hanse, qui doit son nom à son régime communiste digne des plus grandes dictatures qui pouvaient exister avant l'apocalypse. Et il existe aussi le 4e Reich. Des fachos qui pensent que seuls les caucasiens sont aptes à survivre et qui utilisent des théorèmes encore plus stupides qu'est-ce qui peut sortir de mon cul. Non mais t'es dégueulasse en fait. Ainsi qu'une myriade de stations disséminées partout ailleurs dans le métro, qui va regrouper aussi bien les fanatiques religieux, Coucou les copains. que des stations tenues d'une main ferme par la mafia, ou des stations indépendantes. En soi, toutes ces stations, qui sont devenues des micro-états, forment un équilibre précaire et il n'est malheureusement pas rare que des escarmouches aient lieu entre diverses stations. Qui plus est, les mutants sont un problème récurrent dans le métro et en font une source de rumeurs qui n'en finit jamais. Et c'est dans ces conditions que l'on découvre Artyom. Il a une vingtaine d'années et habite la station de VDNKH, une station indépendante en bordure extérieure de ce qui reste du métro moscovite. Et donc cette station du VDNKH est en proie à un nouveau type de mutant qu'on nommerait les sombres. Elle serait capable d'instiller la peur dans l'esprit de ses ennemis sans avoir recours à la violence. Oh, des mutants télépathes? Apparemment ça commence fort, tu trouves pas? Vivement la suite.
Je m'y sens déjà comme chez moi là-bas. Je vais pas trop m'attarder sur le livre, enfin, si un peu quand même, je vous rassure, mais je vais surtout, pour une fois, faire une comparaison avec le jeu qui est sorti 5 ans plus tard. Mais on va commencer par parler de Hunter. C'est un stalker, c'est donc quelqu'un qui est envoyé en mission par un groupement de stations, en l'occurrence la Hanse, et qui a entendu parler de cette histoire de sombre. Il va refiler une mission à Artyom, celle d'aller faire un rapport à la Hanse à sa place en cas où celui-ci ne revenait pas. Et finalement, c'est comme ça que notre chère tête blonde va finir par partir à la découverte du métro moscovite avec moult péripéties à la clé. Et on va commencer ce festival avec le personnage de Bourbon, le poivreau mystérieux. C'est à croire qu'au final, avec le temps qui passe, il a plus suscité l'hilarité générale qu'autre chose. T'es en train de t'égarer là. Oui, bon. En fait, dans le livre, c'est quelqu'un qui ne sert strictement à rien. On pourrait largement s'en passer. Il ne sert qu'à mourir droit comme un i et balancer une épitaphe digne de Marion Cotillard. T'es rude quand même. Excuse-moi, remets ça dans le contexte. Tu es dans un tunnel avec un putain de souci qui te tombe dessus, genre souci mortel, et ton épitaphe, c'est « Je crois que je suis mort », et tu t'écroules droit comme un i face contre terre. Non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un point d'éjection d'univers. Et je vais en faire un jeu à boire, en fait, avec ce livre. À chaque fois que je me ferai éjecter de l'univers pour des choses aussi invraisemblables, ça compte pour 1, et je bois un coup. Non mais tu bois de la limonade, pas de la vodka. Mais quel tricheur! Et j'ai envie de finir cette chronique intacte, donc je vais pas m'amuser à faire des conneries une fois bourré avec toi dans les parages. Dommage. Bon, au moins dans le jeu, Bourbon est beaucoup moins mystérieux et surtout beaucoup moins con. Il nous fait découvrir beaucoup plus facilement l'univers du métro, et même s'il finit par mourir, c'est d'une manière beaucoup moins stupide. Et Bourbon, c'est rien. Maintenant, on va parler du cas Cannes. Ah bah bravo. À peine tu veux parler du perso, tu veux picoler. Belle mentalité. Alors oui, je vais être direct. Cannes, dans le livre, est juste inutile les 3/4 du temps. C'est juste un gros illuminé qui aurait trop abusé de champignons ou d'autres substances hallucinogènes et qui, l'autre restant du temps, finirait par abuser de la crédulité des gens. Je veux dire, dès le départ, ça pourrait se résumer à « Notre rencontre était prédestinée ». Ah bon? Mais tu es fatigué. Tu vas dormir maintenant. D'accord. C'est peut-être moi qui suis stupide et de mauvaise foi. Mais la rencontre entre le héros et le personnage secondaire, mais au final, il y a quand même quelque chose qui me tracasse. Allons bon. Mais qu'est-ce que tu fais à faire confiance au premier venu dans une station qui est présentée comme étant anarchique? C'est à quoi se faire assommer, dévaliser, réduire en esclavage, voire même pire. Et toi, t'y penses même pas. Trop tard. Oh bordel. Et le Cannes, eh ben, il disparaît comme ça, presque sur un claquement de doigts, même pas avec un ciao les nazes. Allez me dire que le ding n'était pas justifié après ça. Encore une fois, dans le jeu, pas de superflu. Cannes est un petit peu mystique, mais pas au point d'être un hippie shooté au LSD. Ça en ferait presque un archétype dans le livre. Et au final, il nous présente une partie du métro qui est sombre et anxiogène, et là je dis banco. Tout simplement parce que là, dans le livre, tout le passage avec Cannes, j'étais vraiment à chaque fois à deux doigts de refermer le bouquin. Mais qu'est-ce qui t'a fait continuer? Je dois avoir un côté masochiste. Le contraire m'aurait étonné. Et là, on va annoncer direct le 3e ding-dong. Carrément. Sérieux. Je comprends pas que tu décides de te ridiculiser avec de l'eau. Avec un passage du livre qui n'est pas dans le jeu. Alors, je dois avouer que j'ai longtemps hésité à en parler en faisant la chronique, parce que, pour moi, on touche là un des fondements même d'une erreur qu'il ne faudrait pas faire quand on écrit un livre. À suivre? Non mais comment ça à suivre? Mais tu te fous de moi? Quel suspense? Mais y a pas de suspense. En plus tu veux qu'il commente et like ta vidéo? Mais sérieusement, et qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important? S'abonner? Bah rendez-vous la semaine prochaine? Bah voyons. Mais en plus tu crois que je vais te laisser intact?